Voilà, je m'appelle Florent Morin. Je vais vous parler aujourd'hui de création de personnages dans les jeux vidéo. Mais avant, je me présente. Bon, d'abord, je suis déjà venu à Adon il y a 2 fois. Et la dernière fois, il paraît que j'ai fait pleurer des gens. Sachez que j'ai absolument pas l'intention de faire pleurer qui que ce soit, si ce n'est d'ennui aujourd'hui. Donc voilà, comme ça c'est dit. J'ai créé The Pixel Hunt il y a 11 ans ou 12 ans maintenant. Avant ça, j'ai eu une vie de journaliste où je travaillais notamment dans la presse pour les enfants. Et je me suis rendu compte que le chrono n'était pas parti. Et donc du coup, voilà, très bien. Et ensuite, j'ai créé The Pixel Hunt en voulant faire ce qu'on appelle chez nous des jeux du réel. Donc des jeux qui s'inspirent du monde autour de nous et qui, je l'espère, donnent à penser un peu différemment le monde tel qu'il est, tel qu'il existe. C'est pas le meilleur business model, hein. C'est pour ça que j'écris que je suis un très mauvais chef d'entreprise parce que, en fait, voilà, c'est pas toujours facile. Mais par contre, j'ai aussi dans le studio le rôle en général d'auteur. Je dis en général parce qu'en l'occurrence, là, je vais vous parler de 3 jeux. Et le dernier, c'est Wednesdays. Et sur Wednesday, j'ai quasiment rien fait à part des tableaux Excel et des négociations avec les avocats. Donc, mais je vais quand même en parler parce que je trouve que ce qui a été fait en matière de création de personnages est absolument brillant. Je peux le dire vu que c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Et j'espère que je vais vous raconter aujourd'hui comment créer dans vos jeux des personnages qui racontent des choses en tant que personnages, mais racontent des choses aussi sur ce que vous voulez faire dans vos jeux et sur la place que vous voulez qu'ils aient dans le monde. Il y a des content warnings pour cette présentation parce que j'ai pas prévu d'être drôle, mais quand même, on va parler donc de Wednesday, ce que j'ai déjà évoqué. Wednesday, c'est un jeu qui parle d'agression sexuelle sur mineurs, donc c'est un sujet qui est pas facile. Je préfère prévenir s'il y a des gens que ça met mal à l'aise, comme ça vous êtes au courant. On va aussi parler de The Wreck, et The Wreck, ça parle de gens qui meurent, de trauma, c'est très gay. Vous comprenez pourquoi j'ai fait pleurer des gens. Et aussi, je vous parle de Enterrement mon amour, et dans ces 3 jeux, je vais spoiler des choses qui sont dans les jeux. Donc si vous avez l'intention de jouer à ces jeux, bouchez-vous les oreilles ou allez voir la présentation sur comment faire des bons trailers marketing. Et puis, il va y avoir une mention du mot diarrhée. Je tenais à vous prévenir aussi parce qu'il y a des gens que ça... voilà, comme ça vous êtes prévenus. Qu'est-ce qui fait un bon personnage de jeu vidéo ? C'est un sujet vaste et ouvert à débat. J'ai demandé à Google du coup de me dire ce qu'il en pensait. Et une façon de répondre à ça, c'est ce qu'il fait. Voilà, Pac-Man est dans la liste des top 15 selon Google de bons personnages de jeux vidéo. C'est un peu étonnant, mais c'est pas si étonnant que ça parce que les jeux vidéo, c'est des objets dans lesquels on fait des choses. Et donc le gameplay, souvent, est tellement bien qu'on en tisse des liens avec les personnages. Mais c'est pas que ça. C'est aussi ce qu'il vit, parce que les jeux vidéo, c'est aussi des médias qui racontent des histoires. Et ça, c'est très important pour nous à The Pixel Hunt, je pense pour plein de gens qui ont envie de raconter des belles histoires dans les jeux vidéo. C'est aussi ce qu'il pense, pas dans tous les jeux vidéo, mais dans certains. Et en l'occurrence, pour The Wreck, notre 3e jeu, c'était vraiment ça qu'on avait envie d'explorer, l'intériorité du personnage et qu'est-ce qu'on peut raconter avec cette intériorité qu'on ne peut pas forcément raconter normalement. Et puis c'est aussi ce qu'il représente pour nous, qu'est-ce qu'il nous permet d'interroger sur nous, sur notre rapport au monde et sur la place qu'on a envie d'y avoir. Et bon, là, ça fait un peu plus sens, la liste de Google, même si je ne suis pas sûr que la mienne serait très comparable, mais c'est peut-être pour ça qu'on ne vend pas de jeu à The Pixel Hunt. Je vous parle d'abord d'Enterrement mon amour. Enterrement mon amour, c'est le tout premier jeu de The Pixel Hunt. Il est sorti en 2017, donc il va bientôt avoir 10 ans, ça commence à dater. Et il raconte l'histoire d'une jeune femme syrienne qui s'appelle Nour, que vous voyez ici, et qui décide de fuir son pays, son pays étant la Syrie, à cause de la guerre civile, et qui tente de rejoindre l'Europe. Il a été écrit en majorité par Pierre Corbinet, qui est aussi l'auteur de Wednesdays, et aussi un petit peu par moi. Donc là, je me sens un peu plus legit pour en parler
personnellement. Et on avait un objectif avec ce jeu, et avec les personnages qu'on a créés, particulièrement Nour et Majd, qui sont les deux personnages centraux du jeu, c'était de donner à percevoir, non pas les migrations, parce que je trouve que ça marche pas en fait de concevoir le monde dans des grandes familles comme ça, mais une migration spécifique. Je vais juste vous montrer le trailer, parce que je sais que des gens connaissent ce jeu, mais pas tout le monde. Donc voilà, enfin je vais essayer, mais en fait non, je vais peut-être pas vous le montrer, parce que je sais pas... il n'y a plus de slide du tout. Ah bah si. Ah mais je la vois pas moi là. Voilà, je ne sais pas si c'est un trailer percutant parce que je ne suis pas à l'autre conférence, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on avait présenté notre jeu. Il m'arrive un truc un petit peu... Merci. Il m'arrive un truc un peu déstabilisant, c'est que je vois plus mes slides sur mon ordinateur. Donc, j'avais noté plein de trucs un petit peu rigolo et tout, mais sauf que... Ah ouais, ils sont revenus. Donc évidemment, Pierre et moi, on n'est ni lui ni moi migrants, et c'était hors de question pour nous de parler de ce sujet-là seul. Et d'ailleurs, en fait, quand j'ai créé The Pixel Hunt, c'était un sujet, la question des migrations internationales forcées, qui m'interpellait beaucoup, mais je ne voyais pas comment aborder le sujet. Et puis, je suis tombé sur cet article du Monde.fr qui s'appelle « Le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp ». Et cette migrante, en l'occurrence, c'est Dana. Et Dana, elle avait accepté de partager avec Lucie Soulier l'intégralité de sa conversation WhatsApp pour montrer au monde ce qui se passe dans le téléphone d'un migrant quand il est en train de faire le voyage le plus dangereux de sa vie. Donc ce témoignage et cette générosité m'avaient beaucoup interpellé. Et le courage de ce personnage de la vraie vie, encore plus. Du coup, on l'a contactée, on est devenu amis avec elle, et on lui a demandé d'être notre consultante et de pouvoir travailler avec elle pour écrire un personnage qui ne serait pas elle, mais qui serait très fortement inspiré par elle au niveau personnel. Heureusement, elle a accepté, parce que je pense que sinon ce projet n'aurait jamais vu le jour. Et donc on a commencé à avoir un fil de conversation WhatsApp avec elle, comme elle le faisait avec sa famille pendant son voyage. Et le travail avec elle s'est déroulé en 3 étapes. D'abord, on l'a écoutée et on lui a demandé de nous raconter son ressenti. Et donc elle nous a écrit de très longs messages, sans aucun filtre et sans direction de notre part, à part juste dis-nous ce que tu as vécu, où elle nous a raconté par le détail comment elle avait vécu les choses, quelles étapes elle avait parcourues, des choses très matérielles, très basiques, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus du domaine du ressenti, de l'émotionnel, des tripes. Et ça a été pour nous très éclairant. Bien sûr, entre autres témoignages, parce que par ailleurs, on a interviewé d'autres personnes, on a regardé des documentaires, on a lu des articles, donc c'était pas notre seule source. Mais c'est vrai qu'avoir une personne, être en conversation ouverte avec une personne qui avait vécu vraiment dans sa chair, dans ses os, l'expérience, c'était quelque chose qui nous semblait absolument nécessaire. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'écriture, on est arrivé à des moments où forcément on se posait des questions avec Pierre. On se disait, voilà, là il y a la scène du passeur quelque part sur les rives turques.
comment est-ce que ça se passe exactement. Là, il y a une référence culturelle. Là, on voudrait que Nour, notre héroïne, parle d'un dessin animé, Bip Bip et le Coyote, mais on ne sait pas si dans les années 90, en Syrie, la jeunesse syrienne regardait ces dessins animés. Enfin, plein de questions hyper concrètes et hyper pratiques qu'on a pu directement lui poser, et pour savoir un petit peu son retour. Des choses complètement triviales, mais aussi des choses beaucoup plus importantes, comme par exemple sur particulièrement la scène où Nour prend son bateau. On avait écrit une première version et puis on n'était pas sûr de nous. On l'a envoyé à Dana et elle l'a relu et elle nous a fait des centaines de corrections en nous disant que ce qu'on avait écrit, c'était une promenade de santé par rapport à ce qu'elle avait vécu. Et donc du coup, il y avait vraiment cette aide extérieure pour façonner ce personnage de Nour. Alors Nour n'est pas Dana, et ça on y tenait. On y tenait d'abord parce que c'était pas Dana qui avait pris la responsabilité de faire un jeu vidéo, donc il était hors de question de lui imposer la responsabilité d'un jeu biographique. Et puis aussi parce que comme on avait recueilli plein de témoignages, on voulait créer un personnage qui représentait la variété, la multitude de tous ces témoignages. Et donc, on était obligé de créer un personnage de fiction. Ce qu'on a fait, c'est que pour toute la partie personnelle, qui elle est, dans quel contexte elle quitte la Syrie, etc., on s'est très largement inspiré de Dana. Mais par contre, pour tout ce qui peut lui arriver, il y a toute une série d'événements de choix que vous pouvez prendre et qui vous feront revivre exactement ce qu'elle a vécu. Il y a aussi plein d'autres choix qui vous emmèneront sur d'autres routes et d'autres chemins qui proviennent d'autres témoignages d'autres personnes. Et puis, c'est un jeu vidéo. Et donc, comme on est dans un jeu vidéo, on a aussi dû définir Nour en tant que variable. Puisque, en fonction des choix que vous faites dans le jeu, eh bien, vous pouvez avoir différentes possibilités qui vont se présenter à vous. Et en gros, en discutant avec elle, on a identifié 3 choses qui étaient cruciales dans ce voyage qu'elle avait fait. La première, c'était l'argent, parce que quand on est un migrant, particulièrement en situation illégale, tout coûte de l'argent, et il est absolument nécessaire d'en avoir, et sauf qu'en général, on n'en a pas beaucoup. Donc ça nous semblait normal de l'inclure dans la définition du personnage, et comment est-ce que le personnage allait pouvoir affronter les problèmes sur le chemin. Deuxièmement, c'était la variable de la relation amoureuse, puisque Nour quitte son mari, Majd, qui lui reste en Syrie. Et évidemment, alors là pour le coup, c'est pas exactement le cas de Dana, puisque Dana c'est sa mère qu'elle a quittée, et sa mère qui est restée en Syrie. Mais évidemment, la chose qui reste, c'est que vous avez les personnes qui vous aiment le plus au monde, qui sont à des milliers de kilomètres de vous, et qui s'inquiètent de ce qui peut vous arriver. Et puis vous avez besoin de soutien, et ils ne sont pas toujours en mesure de vous en donner. Et donc il y a des relations qui se resserrent ou qui se distendent. Et ça, on voulait le rendre dans le jeu, donc on en a fait aussi une variable de caractérisation de Nour en tant que personnage. Puis la troisième, c'est le moral, parce que comme vous avez pu le voir dans le trailer, et peut-être aussi dans le jeu si vous y avez joué, forcément, quand on est dans un périple comme celui-là, on est face à des situations qui ne sont pas toujours simples, c'est un euphémisme. Et donc, ça nous paraissait aussi important d'avoir cette dimension. Qu'est-ce qui arrive à Nour en fonction de situations auxquelles elle fait face ? Comment ça a un impact sur son moral ? Et comment cet impact sur son moral va plus tard lui permettre ou non de trouver le courage d'entreprendre d'autres décisions plus ou moins compliquées. Ça, c'était les 3 variables qui étaient sur une approche gameplay, mais ensuite on avait la définition du personnage en tant que personne humaine, et donc pour le coup là on était beaucoup plus proche de l'inspiration de qui est Dana, la jeune femme avec qui on a travaillé. Donc Nour, elle est située socialement. Il faut savoir que Dana, c'est la fille d'opposants politiques à Bachar el-Assad, et c'est la raison pour laquelle sa mère n'a pas voulu partir avec elle et fuir la Syrie, parce que c'est une militante communiste qui refusait de fuir devant le dictateur. Et donc c'est pas n'importe quel contexte pour elle. Il faut savoir aussi elle est issue d'une famille pas vraiment aisée, mais quand même relativement plus aisée que la moyenne en Syrie à l'époque. Donc c'est pas n'importe qui ce personnage. Et nous, comme on travaillait avec Dana et qu'on voulait être fidèle à la confiance qu'elle nous témoignait, on a intégré cette partie de la personnalité dans qui était Nour. Elle est aussi sur le terrain, et Majd, son mari, n'y est pas.
Et ça, c'est aussi quelque chose à quoi on a voulu tenir, parce que Dana nous racontait que il lui était arrivé de mentir à sa famille régulièrement, parce qu'en fait, il y avait deux raisons à ça. La première, c'est que ça servait à rien de revivre les choses terribles qui pouvaient nous arriver, et puis aussi par volonté de protéger les personnes qu'elle aimait, qui pouvaient de toute façon rien pour elle. Et donc c'est elle qui choisit quoi raconter. Quand vous jouez Enterrement mon amour, vous jouez dans la position de Majd, même si j'aime pas trop dire vous êtes dans la peau de Majd parce que vous n'êtes pas dans sa situation, mais vous êtes un petit Jiminy Cricket sur son épaule. Et donc c'est elle qui vous choisit, ce qu'elle va vous raconter. Donc elle vous dit pas forcément tout, elle vous dit pas forcément toujours la vérité. Et ça c'est un parti pris qu'on a décidé de faire, pareil pour rendre hommage et pour reproduire de la manière la plus vraie possible l'expérience de Dana. Et dans le jeu, il y a des possibilités de ne pas la comprendre, parce que parfois, on peut remarquer des incohérences dans ce qu'elle dit, ou parfois, on peut trouver qu'elle prend des décisions sans nous écouter qui ne sont pas les bonnes. Donc on peut se mettre en colère et on peut la perdre. Et ça, c'est aussi quelque chose que Dana nous avait dit, que c'était important pour elle d'avoir toujours son indépendance et sa capacité de prendre des décisions, parce que c'était elle qui était dans ces situations et pas les gens à l'autre bout de sa conversation WhatsApp. Alors ça a eu des conséquences, ces choix-là, le fait de rester fidèle à Dana, ça a eu des conséquences positives, comme je pense un effet authentique clair, et puis comme surtout le fait d'être tranquille avec nous-mêmes, parce que on avait un contrat avec elle, et je ne parle pas d'un contrat juridique, mais je parle d'un contrat de fond et de sens, et on l'a respecté. Et quand Dana a joué au jeu et a fait jouer à sa famille au jeu, et qu'elle nous a dit aussi que c'était l'occasion pour elle de parler de choses de son voyage qu'elle n'avait jamais évoquées auparavant avec sa famille, c'était quelque chose qui était vraiment super pour nous. Mais ça peut avoir aussi des conséquences négatives, comme par exemple on a eu des retours de joueurs et de joueuses, notamment de personnes syriennes qui nous disent que ce qui est décrit dans le jeu ne colle pas du tout à la réalité, parce qu'ils trouvent que ce qui est montré n'est pas assez dur, ou parce qu'il se trouve que Dana est athée et qu'elle boit de l'alcool, et que dans Enterrement mon amour, il y a un moment où elle boit de la bière, et que ça ne collait pas avec la représentation que certaines personnes pouvaient avoir de ce qu'était une migrante syrienne. Et ces fractures entre l'expérience ressentie de certaines personnes et ce qu'on montre dans le jeu, en fait, il faut les assumer, parce que si vous vous inspirez du réel et si vous inspirez de personnes réelles, elles ont leur singularité. Et finalement, ces retours négatifs, moi, j'en suis heureux, parce que ça renforce un petit peu le parti pris du jeu, qui est de dire les migrants, ça n'existe pas. Les migrants syriens, ça n'existe pas. Les Syriens, ça n'existe pas. Et qu'en fait, ce qu'on voulait raconter, c'est que, et c'est ça qui dérange beaucoup les gens qui ont un problème plutôt du côté de l'extrême droite, c'est qu'en fait, tous les migrants et toutes les migrantes ont leur réalité propre, leur singularité, et sont des personnes et des personnages à part entière. Et que donc, on ne pourra jamais contenter tout le monde, satisfaire tout le monde et être dans la représentation parfaite. Et bon, c'est quelque chose qu'on a décidé avec Pierre d'assumer, et j'en suis très heureux aujourd'hui, même s'il y a des gens qui ne sont du coup pas retrouvés représentés, ce que je comprends absolument, et je ne nie pas du tout leur ressenti. Le deuxième personnage dont je voulais vous parler, c'est Junon. Junon, c'est l'héroïne de The Wreck, qui est notre troisième jeu. Et là, pour le coup, c'est un petit peu particulier, mais je suis en train de prendre trop d'avance, donc je ne dis rien. Juste que ça a été écrit par Coralie. Coralie Morin, c'est ma sœur, et moi, Florent. Et là, pour le coup, c'est un jeu dans lequel on voulait parler des traumatismes familiaux, de notre rapport à la mémoire et de notre capacité de résilience et de changement. Notre ambition, notre objectif, c'était de raconter, de mettre en scène comment on vit à travers le deuil et comment on ressort de l'autre côté de ce couloir qu'est le deuil, si jamais on en ressort complètement, ce qui reste à discuter. Donc, Coralie et moi, il ne faut pas dire à Coralie que j'ai utilisé cette photo parce qu'elle la déteste et je vais me faire taper, elle est vraiment beaucoup plus forte que moi. Coralie et moi, on a des choses qui nous rassemblent, mais on a aussi des choses qui nous séparent radicalement. Par exemple,
Junon est une femme, Coralie est une femme et moi je suis pas une femme. Et du coup, dans l'écriture qu'on a faite ensemble, il y a eu des moments où Coralie m'a dit mais en fait là, mon pauvre vieux, tu peux pas du tout écrire ça, c'est pas possible. Et on a pu s'enrichir mutuellement dans le processus d'écriture grâce à ces différences. De la même manière, Junon est un parent, et pour celles et ceux qui ont joué au jeu, que je vais essayer de pas trop spoiler, ça a une grande importance. Et pour le coup, Coralie n'est pas mère, alors que moi je suis père, et que c'est même ma parentalité qui a été vraiment à l'origine du projet. Et donc là, c'était dans l'autre sens. Moi, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice de la construction du personnage de Junon. Mais il y a aussi des choses qui nous rassemblent, notamment le fait que le jeu commence avec Junon qui est à l'hôpital parce que la vie, c'est pas toujours cool. Et ça, c'est une situation, pour le coup, que ma sœur et moi, on a connue ensemble, et qui nous a fait grandir, et qui nous a permis de comprendre des choses sur nous, nous l'un avec l'autre, et nous à un niveau individuel, qu'on n'avait pas besoin de s'exprimer. Quand je lui ai dit que c'était de ça que je voulais parler dans le personnage de Junon, et ben en fait, elle comprenait tout de suite de quoi je voulais parler, parce qu'on avait ce vécu commun. Et de ce vécu commun et de cet objectif, on a écrit tout un jeu qui dure 5 heures, mais je vais vous en montrer 45 secondes d'exposition. Parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte après coup, donc vous allez avoir l'impression que c'est hyper contrôlé et théorisé. En fait, je m'en étais pas rendu compte sur le moment, mais je me suis rendu compte après coup que cette scène d'exposition, les 45 premières secondes du jeu, raconte tout le jeu. Donc, big spoiler ahead. Voilà les 45 premières secondes. Du coup, il faut mettre le son parce que il y a une voix. Il faut que je clique, mais le problème c'est que... I have a confession. I love crappy romantic comedies. Yeah, yeah, it's a cliché. I can't help it. I love them. All those movies have that scene, you know? The girl is at her wit's end. She's been crying her eyes out, her makeup is running. She looks like a zombie. She's done. Which is when Ryan Gosling knocks on her door to coax her out. Miss. Ah, shit. That sounds nothing like Ryan Gosling. See, this is the problem with my life in a nutshell. It's not romantic, and it's certainly not a comedy. All right, where am I? What happened? Voilà, alors a priori, c'est juste une scène d'exposition, une jeune femme qui dit qu'elle aime bien les comédies romantiques. Sauf que, ouais, ça on a compris. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça dans cette scène, et je pense que, mine de rien, c'est très important pour construire le personnage de Junon. D'abord, la première phrase qu'elle dit, c'est « j'ai un aveu à vous faire ». J'ai un aveu à te faire. Et elle tutoie la personne à qui elle parle. Et dès le début, on est sur une ambiguïté. D'abord, on se demande, peut-être qu'elle se parle à elle-même. Parfois, ça m'arrive de me tutoyer, t'es vraiment trop con, en général, c'est ce que je me dis. Mais peut-être qu'elle parle au joueur ou à la joueuse, à la personne qui fait avancer l'histoire et qui est là pour la faire progresser et la faire changer. Peut-être aussi qu'elle parle à quelqu'un d'autre, un autre personnage. Spoiler, en fait, c'est un peu des trois. Et au début, on s'en rend pas forcément compte, mais je pense que le fait qu'elle te tutoie, ça introduit une espèce de bizarrerie qui met dans une disposition particulière. Puis ensuite, elle dit « j'aime les comédies romantiques à la con ». Alors, ça caractérise le personnage parce qu'à la fois, ça montre qu'elle est cinéphile. Enfin, après, on pense ce qu'on veut des comédies romantiques, mais il se trouve qu'elle est cinéphile puisque son métier, c'est qu'elle écrit des scénarios pour la télévision et le cinéma. Ça montre aussi qu'elle a une certaine forme d'acidité. Et d'ailleurs, c'est renforcé par la phrase d'après. Je sais, c'est cliché, j'y peux rien, j'adore ça. Et là, on introduit quelque chose sur le personnage qui est une forme d'autodérision et même d'autocritique, qui semble un peu rien. En fait, finalement, on a le droit d'aimer les comédies romantiques. Pourquoi est-ce qu'elle est dans le jugement sur elle-même? En fait, c'est central du personnage. C'est-à-dire que vous allez découvrir un personnage qui vit à travers le regard des autres, et particulièrement à travers le regard de sa mère. Et c'est sa mère qui est à l'hôpital et qu'elle est en train de venir voir. Et donc on est dans une forme d'autodénigrement qui, en une phrase, vous donne un ton qu'on aurait pu devoir expliquer beaucoup plus laborieusement. Ensuite, elle parle de la vie terrible dans la comédie romantique, de la fille qui vient de pleurer pendant des heures, etc.
On voit tous cette scène de l'héroïne un peu déprimée. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, c'est le quotidien de Junon depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'elle pleure, Junon. Ça fait 5 ans qu'elle est dans un tunnel horrible et que son maquillage a beaucoup coulé. Et que si elle parle de ça à ce moment-là, c'est pas du tout un hasard en fait. C'est pour faire une espèce de foreshadowing de où elle en est. Ensuite, elle parle de Ryan Gosling qui va arriver et qui va la sauver sur son grand cheval blanc. Et ça, c'est pas non plus un hasard. D'abord, ça montre le désir de fuite. Elle attend d'être sauvée, Junon, dans son état initial en tout cas. Et elle montre aussi la relation dysfonctionnelle qu'elle avait avec son mari, puisque on l'apprendra plus tard, mais Ryan Gosling, c'est aussi le surnom qu'elle donnait à son mari, Alex. Mari qui avait un complexe du chevalier blanc et qui, au lieu de se préoccuper de ses propres problèmes dans sa vie, a tout fait pour essayer de la sauver elle, et spoiler, ça n'a pas marché. Elle pense à ce moment-là que le salut peut venir de l'extérieur. Sauf qu'en fait, quelqu'un frappe à la porte, et c'est pas Ryan Gosling, c'est le docteur qui vient lui dire que comment ça se fait que tu t'es enfui alors que je t'annonçais que ta mère venait de faire une rupture d'anévrisme. Donc c'est un rappel au réel et au présent, et c'est aussi un symbole parce qu'à ce moment-là, Junon ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux en tant que personnage parce qu'elle avait fait un petit malaise, mais c'est aussi ce que le jeu va raconter, c'est comment est-ce qu'il faut qu'elle ouvre les yeux sur la situation dans laquelle elle est, comment elle est arrivée là, sa relation avec les autres, si elle veut avoir une quelconque chance de s'en sortir. Ceci dit, on voit aussi la tension et la résistance. Elle fait une blague, elle dit « Ah là, c'est pas du tout Ryan Gosling ». En fait, c'est son mécanisme de défense qui va être appliqué pendant tout le jeu, où dès qu'elle va pas vouloir faire face au problème auquel elle fait face, elle va essayer de se défendre par l'humour. Ensuite, elle va parler du problème qu'elle a dans sa vie, le fait que sa vie n'est pas très romantique et que c'est vraiment pas une comédie. Et ça, c'est un classique de la narration, c'est la différence entre ce qu'un personnage désire et ce dont il a besoin. En fait, elle aimerait bien vivre dans une comédie romantique, mais c'est pas de ça qu'elle a besoin. Ce qu'elle a besoin, c'est de vivre dans le présent de sa réalité, avec la dureté qui est celle à laquelle elle a besoin de se frotter. Et puis enfin, on a le premier choix du jeu. Où est-ce que je suis et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce premier choix, qui peut sembler complètement anecdotique, c'est tout le jeu. Où est-ce que je suis? C'est où est-ce que j'en suis? Pourquoi est-ce que depuis 5 ans, je suis embourbé dans ma vie? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'il va falloir comprendre pour réussir à progresser dans le jeu. Donc 45 secondes qui ressemblent à rien, mais qui, je pense, résument intégralement le jeu. Et donc, je vous encourage beaucoup, si vous avez des personnages et si vous créez des personnages, à faire très attention à la première fois qu'ils prennent la parole et la voix avec laquelle ils s'expriment. Parce que c'est ça que le joueur va retenir. En parlant de voix, vous avez noté qu'il y a une actrice qui double Junon, c'est Charlitte Desac. Et je pense que c'est un autre truc sur lequel j'insiste vraiment. On sous-estime à quel point l'incarnation d'une voix peut changer complètement la perception qu'on a du personnage. Moi, j'ai écrit Junon comme un personnage un peu dépressos. Et puis, on a trouvé Charlitte grâce à Sarah El Malek, qui est une directrice de casting extraordinaire. Et dès que Charlitte est rentrée en cabine et a enregistré les toutes premières lignes, en fait, elle a mis cette autodérision, elle a mis cette acidité, elle a mis ce détachement entre ce que Junon va penser et ce qu'elle va vivre. Et ça a complètement redéfini qui le personnage était. Et donc, j'ai changé plein de choses sur l'écriture du personnage. Avec Coralie, on a beaucoup modifié parce qu'en fait, on avait découvert la première personne à comprendre notre personnage, la première personne à lire le script, c'était la voice actress. Et grâce à son interprétation, on a redécouvert notre personnage d'une lumière complètement différente. Alors vous avez remarqué que c'est les pensées de Junon qu'on a explorées pendant les 45 premières secondes. Le jeu fait que ça, alterner entre l'exploration des pensées et les dialogues avec le monde extérieur et avec les personnes qui sont importantes dans la vie de Junon. Pourquoi est-ce qu'on a voulu explorer l'intimité de Junon et son intériorité? C'est d'abord parce que c'est quelque chose qu'on ressent toutes et tous, qu'on vit toutes et tous. Vous avez toutes et tous des pensées et des souffrances, mais on n'en parle jamais, ou quasiment jamais. On ne les expose jamais. Et je crois que dans l'objectif qu'on avait de raconter comment on vit à travers un deuil, le fait de ne pas se sentir seul et le fait d'exister avec d'autres personnes, c'était absolument essentiel. Et donc,
rendre public l'intimité de la souffrance de Junon, c'était un moyen pour nous de raconter l'histoire sans aucun mot, juste avec un dispositif narratif. Et puis on voulait raconter aussi la plasticité de la mémoire, puisque dans The Wreck, on explore des souvenirs, et le but de chaque exploration, c'est de comprendre ce qui s'est passé d'une manière différente de la façon dont on l'a vécu à l'époque où ça s'est passé. Et au-delà de ça, l'idée, c'est de se dire, si le passé change, si on est capable de revisiter ses souvenirs, et de se rendre compte que quelque chose qu'on avait interprété d'une façon est en fait quelque chose d'autre, en fait, le futur peut changer aussi. Et donc, la mécanique de dire on va faire explorer les pensées et les souvenirs de l'héroïne se translate dans on va permettre à l'héroïne de comprendre que si le passé n'est pas figé, le futur n'est pas figé non plus, elle n'est pas condamnée à être dans la situation dans laquelle elle se trouve au début. Mais pour ça, elle va avoir besoin des autres, et il y a une ambivalence dans le jeu, parce qu'à chaque fois qu'elle va se confronter aux autres, elle va commencer par refuser cette confrontation. The Wreck se passe dans une boucle entre l'alternance entre les souvenirs et le présent. À chaque fois que quelque chose est trop dur à gérer dans l'échange qu'elle va avoir avec les personnes qui sont importantes pour elle, sa sœur, son ex, sa mère, etc., elle va se replonger dans ses souvenirs. Donc il y a une ambivalence entre c'est insupportable ce que me renvoient les autres et en même temps c'est absolument nécessaire pour moi de me frotter à eux pour réussir à changer comme j'en ai besoin. Et tout ça, ça va dans la direction de la possibilité du changement. Et c'est sûr que quand on vit un traumatisme, on ne peut plus vivre avec la personne qu'on a été. Par contre, il y a une personne qui n'existe pas encore et qu'il faut qu'on apprenne à faire émerger. Et c'est ce travail-là qui est raconté dans The Wreck, et c'est ce travail-là qui est raconté à travers le personnage de Junon. Si on retient une seule chose de ce jeu, j'espère que c'est ça. Et enfin, je vais vous parler d'un troisième personnage. C'est le personnage de Tim, le héros de Wednesdays. Wednesdays, c'est un jeu qui est sorti il y a 3 semaines maintenant, qui est écrit par Pierre Corbinet et qu'il faut savoir qui est aussi directement inspiré par l'expérience personnelle de Pierre Corbinet, et qui parle des violences sexuelles sur mineurs, et qui parle aussi de ce qu'elles font aux victimes, mais aussi de ce qu'elles font à leur entourage. Et une des choses que j'ai adoré quand Pierre m'a présenté ce projet, c'était son désir d'être entendu, mais pas uniquement parce que lui, en tant que victime, il avait besoin d'être entendu, pas uniquement parce que lui, en tant que victime, il avait besoin qu'on entende sa parole, aussi parce qu'il pensait que le fait de parler et d'être entendu pouvait améliorer tout le monde, y compris les personnes qui ne sont pas victimes, y compris les personnes qui ne sont pas concernées au premier chef. Et l'idée, c'était de dire, en fait, même si on n'est pas concerné, on est toutes et tous concernés par ces questions-là. Il faut encore que je clique. On me fait travailler. Ah, il faut que je clique du bon côté en plus. I am a survivor of incest. 20, 10, or even 5 years ago, I wouldn't have put it that way. There was a long journey to get to where I'm at today. Free, proud, and at peace. Wednesdays isn't a video game about incest per se. It doesn't address the starting point. It's about the journey. One day, a killer whale landed on my doorstep. Can't exactly ignore a whale. This one helped me look back on my memories. It helped me realize how deeply I had buried trauma and how far it reached. My family, my friends, my exes, they've always been there for me. Even though they didn't hear or see everything, they stuck around. They are the true heroes of Wednesdays. Flawed, imperfect heroes, sure. But what are you supposed to do? Wednesdays is meant to be colorful, kind, and filled with hope. Sometimes even funny. I'm not saying it's not going to make you cry. Honestly, you're probably going to cry. But it will be good tears. Voilà, c'est sûr que par rapport à cette présentation, Wednesday, ça fait pleurer. Il y a quelque chose de spécial à propos de Tim en tant que personnage. Quelque chose que vous pouvez remarquer au premier coup d'œil, c'est ses chemises un peu dégueulasses, évidemment. Ça, c'est une blague de Pierre Corbinet que je lui ai volée, donc non seulement je parle de son travail, mais en plus je lui vole ses blagues. C'est vraiment abusé. Non, évidemment, ce qui est spécial, c'est sa tête carrée,
elle saute aux yeux et elle permet tout de suite de se rendre compte que c'est pas le seul. Dans le jeu, il y a d'autres personnages avec cette tête carrée. C'est jamais explicité clairement ce que cette tête carrée représente, mais je pense que quand on se lance pas dans un jeu comme Wednesday sans savoir de quoi ça parle, et je pense que du coup la métaphore, le symbole est assez clair assez rapidement. Il l'est d'autant plus quand on se rend compte très rapidement aussi qu'il y a d'autres personnages qui, eux, n'ont pas la tête carrée. Et c'est ce mélange entre les têtes carrées et les têtes entre guillemets normales qui donne au symbole sa puissance. Et c'est ça qui fait que peu importe votre situation personnelle, vous êtes interpellé immédiatement. Vous avez une galerie de personnages qui vont vous parler de ce sujet et qui vont vous parler de la façon dont elles et ils ont, à un moment ou à un autre, interagi avec Tim, sans forcément savoir, ou parfois en sachant, et ont compris des choses. Et ce qui est extraordinaire dans Wednesday, c'est que, en fait, la plupart de ces personnages, c'est eux que vous allez jouer. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à quasiment la fin, c'est pas pour Tim que vous faites des choix. Parce que Wednesday est un jeu à choix multiples, une fiction interactive, une BD interactive. Et dans la plupart des niveaux, vous jouez en tant que les personnages autour de lui. Vous allez tourner autour de Tim et vous allez tourner autour de la question jusqu'à ce qu'elle vous soit explicitement révélée. Et ça, c'est le message fort. Même quand on n'est pas concerné, on est tous concernés et on a toutes et tous des moyens différents et des façons différentes de réagir. Et ça, c'est exprimé par les personnages, mais c'est exprimé par le gameplay des personnages. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous incarnez un personnage différent, et il y a des petites variations dans ce que vous pouvez ou devez faire dans le jeu. Parfois, vous allez avoir des choix qui ne vont pas rester longtemps. Parfois, vous allez avoir des choix qui, quand vous essayez de cliquer dessus, se transforment en d'autres choix parce que vous voulez dire quelque chose et vous n'y arrivez pas. Parfois, vous allez avoir des choix qui vous mènent tous à la même conclusion. Parfois, vous allez devoir laisser parler d'autres personnes alors que c'est à vous qu'on pose la question. Et le fait que tous ces personnages soient utilisés pour parler du sujet vient vraiment en renfort avec ce que Pierre a essayé de faire, de raconter l'inceste comme une question collective et pas comme une question uniquement personnelle. Voilà par exemple, ça c'est une scène entre Tim et sa mère, Rosemary. Elle commence normalement par une discussion après l'anniversaire de Rosemary. Tim et Rosemary sont sur des chaises longues sur le balcon alors que le jour se lève. C'est très chill, il y a des petits bruits d'oiseaux, etc. Et puis tout d'un coup, parce que Tim sent le moment, il se dit que c'est le moment où il va se confier et s'ouvrir à sa mère. Et évidemment, ça provoque chez sa mère des questions. Et en fait, plus vous allez avancer dans ce niveau, plus les questions vont provoquer d'autres questions, puis d'autres questions, puis d'autres questions. Donc on raconte le personnage de Rosemary, on raconte son incompréhension, parce qu'elle ne savait pas, parce qu'elle n'avait rien vu, parce qu'elle se demande où étaient les adultes, parce qu'elle voudrait savoir qui a fait ce qu'il a fait à son fils, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et en même temps, le jeu vous laisse toujours le choix de poser ces questions ou non. Donc vous avez là peut-être une quinzaine de questions possibles, mais vous avez aussi la possibilité de dire bah non, en fait, là, je peux pas, là, je viens d'apprendre ce que tu viens de me dire, je peux pas te poser de questions. Et donc, le choix de dire on en parlera plus tard est aussi un choix, et c'est aussi un choix validé. C'est en ça que Wednesday est un jeu extrêmement généreux, ce qu'il n'est jamais dans le jugement, il n'est jamais dans la condamnation d'aucun des personnages. Et en tant que victime, je pense que c'est quelque chose qui est remarquable de pouvoir faire quelque chose, de proposer quelque chose comme ça. Et puis, vous avez un méta-personnage qui, lui, n'est pas dans la famille de Tim, puisque c'est Orko. Orko, c'est la petite mascotte de Orko Park, le jeu vidéo que Tim jouait dans son enfance et qu'il a retrouvé 20 ans plus tard et qui est en fait l'élément déclencheur de l'avalanche de souvenirs. Et Orko Park, il a au début un rôle complètement normal, bateau, de tutoriel, il vous présente les fonctions du jeu, etc. Et puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'en fait, il y a 20 ans, il a été le témoin de ce qui est arrivé à Tim. Parce que le jeu vidéo servait d'excuse pour les abus que Tim a subis. Et donc, il a un arc dramatique. D'abord, il s'énerve, comme on peut le faire tous et toutes. Puis ensuite, il reconnaît que ça ne sert à rien de s'énerver et que ça aide pas et qu'il n'aurait probablement pas dû le faire. Et ensuite, il demande pardon à Tim de ne pas avoir fait plus pour lui. Et enfin, il fait la chose la plus importante. Il dit à Tim qu'il le croit.
Et je pense que voilà, peu importe où on en est par rapport au sujet, en fait, on est tous et toutes à minima des orcos, et c'est important qu'on le sache et qu'on en soit conscient. Donc le personnage qui est là pour tout le monde, bah, c'est un orc de 2 mètres de haut. Alors je vous parlais de Tim, au final on l'oublierait presque, puisque c'est tous les autres personnages qui vont incarner l'histoire, sauf qu'en fait, au début il est présenté comme un enfant, et c'est ce qu'il est. Il a peut-être 7 ou 8 ans, il est chez sa grand-mère, il s'ennuie, et il veut absolument aller jouer chez son cousin. La grand-mère veut pas qu'il aille embêter son cousin parce qu'il n'arrête pas d'y aller. Elle essaie de le retenir, mais comme elle lui propose de faire des pâtisseries ou de regarder les feux de l'amour, qui sont des propositions pas très alléchantes, bah, il finit par y aller quand même. Au début, on trouve ça mignon, on trouve ça charmant, on peut éventuellement avoir vécu des situations similaires avec sa grand-mère. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte de qu'est-ce qui se passait quand il allait chez son cousin. Et là, tout s'écroule. On se demande si la grand-mère n'a pas une part de responsabilité. On s'interroge sur l'ambivalence de Tim qui allait volontairement chez son cousin. On se pose plein de questions hyper dérangeantes, hyper malaisantes et absolument nécessaires à se poser si on veut sérieusement s'intéresser à cette question. Mais Tim est un enfant, il n'a jamais le choix. Il ne va pas avoir le choix, aucun choix, pendant tout le jeu, jusqu'aux 2 dernières scènes. Dans les 2 dernières scènes de West Days, vous jouez en tant que Tim. D'abord en tant que Tim lui-même, qui fait le choix de confronter son agresseur et de lui dire ce qu'il a à lui dire. Et là, c'est vous, joueuses et joueurs, qui devez prendre des décisions pour lui. C'est vous qui devez décider à quel point il lui en veut, à quel point il est prêt à pardonner, à quel point il veut tourner une page définitive sur cette histoire. C'est probablement la scène la plus dure du jeu, mais elle est suivie par la vraie fin, la toute dernière scène, où en fait Tim passe du temps avec son cousin Neil, avec son filleul Neil, qui est un enfant. Et là, à nouveau, vous devez faire des choix, mais c'est plus des choix pour Tim, c'est des choix pour les autres, c'est des choix pour tout le monde, c'est des choix pour protéger tous les enfants et que ça n'arrive à plus personne d'autre. Et donc, le personnage de Tim matérialise quelque chose qui lui a été volé pendant toute son enfance et son adolescence et sa vie de jeune adulte, et vous permet à vous de lui redonner le contrôle et de lui permettre de refaire ses choix. Et ça, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est hyper précieux. Et encore une fois, je suis très fier à mon petit niveau d'avoir pu permettre de faire ce jeu. Et je suis très admiratif envers Pierre pour avoir partagé cette expérience. Maintenant, la question qui se pose, c'est et vous ? Si vous êtes auteur ou autrice, ou si vous êtes game designer, ou si même juste simplement vous travaillez dans un studio de jeux vidéo, vous allez devoir créer des personnages, ou aider à créer des personnages, ou avoir une équipe qui veut créer des personnages. Et donc, comment on fait pour créer des personnages qui vont, comme on le disait au début, rester avec nous, et peut-être nous faire changer, nous, en tant que joueuses, et surtout personne. J'ai des petits conseils modestes à vous donner. Le premier, c'est qu'il faut écrire des personnages qui vous ressemblent. Mais ressembler, c'est un mot qui est très 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 large. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'écrire un personnage autobiographique. On n'est pas obligé d'écrire sur sa vie. Et d'ailleurs, dans la plupart du temps, dans le jeu vidéo, c'est rare que ce soit des elfes et des trolls qui écrivent des elfes et des trolls. Donc ça arrive quand même relativement souvent que ce ne soit pas. Par contre, si vous voulez que votre personnage ou vos personnages fassent du chemin, en fait, il y a une chose qui permet de se connecter à un personnage, c'est un vécu. Et le vécu que vous avez, peu importe ce que vous en pensez, il est précieux. Et peu importe ce que vous en pensez, jusqu'à un certain point, il est partagé avec les joueuses et les joueurs. Au pire, ils passeront à côté. Au pire, ils regarderont les 45 premières secondes d'exposition de The Wreck et ils se diront c'est chiant ce visual novel et ils passeront à autre chose. Mais au mieux, et c'est ce que je vous souhaite, ils trouveront quelque chose qui va les accrocher parce que votre intimité se télescopera avec la leur. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche quand on écrit, en général, et quand on écrit pour le jeu vidéo en particulier. En deuxième, je vous conseille d'explorer ce que vous n'êtes pas. Il faut toujours faire très attention avec ça, parce qu'il y a des questions de représentation qui vont se poser, évidemment. Il ne s'agit pas d'exoticiser, il ne s'agit pas d'essentialiser, il ne s'agit pas de se mettre dans la peau de quelqu'un à qui on va voler son vécu, surtout pas. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans ces travers-là. Par contre, moi je crois aussi qu'on
on est une personne et on est tout un tas d'autres personnes, et on voudrait être tout un tas d'autres personnes. Et ce travail exploratoire, il est nécessaire pour avoir un personnage qui va être intéressant. Le changement de votre personnage, c'est ce qui va faire que on va s'en rappeler encore très longtemps après. Donc qu'est-ce que vous voudriez être? Qu'est-ce que vous auriez aimé être? Qu'est-ce que vous pensez que vous devriez être? Toutes ces questions qui sont de l'ordre de l'intime sont absolument nécessaires pour faire des personnages qui sont marquants. Et du coup, il faut faire de l'art. Du coup, il ne faut pas avoir peur de faire des personnages qui ne sont pas forcément des power fantasy, qui ne sont pas forcément des gens qui réussissent à tous les coups, qui gagnent à tous les coups, qui réussissent tout ce qu'ils font. Ça peut être des ratés qui essaient de s'améliorer, ça peut être des monsieur et madame tout le monde qui ne voient pas que leur petit-fils est en train de se faire abuser. Ça peut être des personnes qui pensent qu'elles ne vont jamais sortir de la situation de mort intérieure dans laquelle elles se morfondent depuis des années. En tous les cas, si vous ne faites pas de l'art, si vous n'essayez pas de partager des émotions personnelles, ben en fait, vous ferez des Pac-Man. Et peut-être qu'on s'en souviendra parce que le gameplay est super et c'est tout à fait valide, mais on ne s'en souviendra pas pour d'autres raisons. Donc à vous de décider ce qui vous intéresse. Moi, personnellement, c'est ce que je vous conseille. Chacun est libre. Quatrièmement, il faut être antifasciste. Non mais, alors ouais. C'est un peu facile. C'est-à-dire que le contexte m'aide beaucoup là, sur celle-là. Évidemment, il faut être antifasciste. Évidemment, il faut se poser la question de la direction dans laquelle le monde est en train d'aller. Et même si on fait du divertissement, même si on est des saltimbanques, même si on est des clowns un petit peu rigolos, en fait, on est aussi des gens qui faisons de la culture. On a régulièrement des conversations. Je suis adhérent du SNJV, le syndicat des patrons. Parce que je suis un patron, hein, qu'on le veuille ou non, on a régulièrement des conversations sur est-ce que le jeu vidéo est une industrie du divertissement ou est-ce que le jeu vidéo est un art et un produit culturel. Moi, je pense que le jeu vidéo est un produit culturel et je pense qu'on a une responsabilité dans les messages qu'on envoie et dans l'impact qu'on a sur les gens. Donc, évidemment, soyez antifascistes et pas qu'un peu de préférence. Ne le soyez peut-être pas avec des gros sabots, parce que je pense que c'est en parlant des émotions et en parlant de l'art et en parlant des tripes qu'on fait vraiment bouger les gens, mais soyez-le. Et enfin, alors, on n'a pas parlé d'IA encore, mais l'IA maintenant sait créer des personnages et elle en génère et il suffit de lui demander quel super personnage on pourrait créer. Alors on est d'accord ou pas? Moi je pense que l'IA générative c'est un peu de la merde, mais un ordinateur n'a pas la diarrhée. Et non, c'est pas des conneries en fait. C'est-à-dire qu'un ordinateur ne sait pas ce que c'est de vivre dans l'angoisse de ce qui va se passer dans les 30 prochaines secondes. Voilà. Et ça, peu importe les LLM, peu importe les bases de données, peu importe la profondeur des textes, il ne le saura jamais. Donc qu'est-ce qui fait votre humanité? Qu'est-ce qui fait votre singularité? Qu'est-ce qui fait qui vous êtes? C'est ça dont vos personnages ont besoin. C'est pas de tenue badass, enfin, peut-être aussi, mais c'est pas uniquement de tenue badass, c'est pas uniquement de gros muscles, c'est pas uniquement de belles explosions, mais c'est de savoir que si dans 30 secondes ils ne trouvent pas les cabinets, ça va très mal se passer. Voilà. Merci beaucoup. Tout lien avec des situations vécues et purement fortuites, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? On a 5 minutes pour les questions. Levez la main. Merci Florent pour... C'était très intéressant. Bref, je passe à la question. En fait, moi, j'ai une théorie qui est très personnelle et comme c'est pas du tout ma partie, c'est peut-être une grosse bêtise, mais j'ai le sentiment qu'un personnage dans un jeu vidéo, c'est un peu comme un gant. C'est-à-dire qu'il faut aussi que j'ai de la place pour me l'approprier, pour faire ce que j'ai envie de faire, pour explorer ce que le jeu me donne d'explorer. Et les exemples de personnages que tu as donnés, alors avec une petite nuance sur Wednesdays,
c'est des personnages qui sont quand même très caractérisés. Et je me demandais si, quand vous les écriviez, c'est une question que vous vous posiez, de aussi quelle place vous laissiez au joueur pour s'approprier ce personnage. Pour Wednesday, c'est différent parce que comme on incarne une galerie de personnages qui entourent Tim, je trouve que justement on a cet espace. Voilà. Fin de la question. Merci beaucoup. Ouais, c'est une question tout à fait pertinente et c'est un peu le postulat Gordon Freeman. Gordon Freeman qui n'existe pas, on l'entend pas, on ne sait pas à quoi il ressemble et ça permet de se sentir dans la position de la personne qui fait. C'est dû à la nature performative des jeux vidéo, bien sûr. Mais moi, je pense que, bon, déjà, il en faut pour tous les goûts. Et ensuite, c'est justement dans ces ouvertures intimes et personnelles que tu crées des liens qui sont certes différents, mais aussi très forts. Et c'est justement parce que tu vas avoir un personnage qui t'est imposé en tant que joueuse que tu vas comprendre sa problématique. Avec un peu de chance, si il est bien écrit et que ça résonne avec toi, que tu vas la faire tienne. Et que du coup, les choix, les décisions et les actions que tu vas prendre, elles vont avoir pour toi encore plus d'importance. Donc je pense, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire ça dans tous les jeux. Là, moi, je vous parle de mon travail, voilà. Et puis, si vous regardez les chiffres de vente, vous vous rendez compte que voilà. Mais néanmoins, je pense que même pour des jeux à très grand budget, très grand public, etc., il y a une dimension de l'ordre de merde, le dilemme que ce personnage a, qui m'a été imposé, là je le sens, là je le sens vraiment dans mes tripes et j'étais pas au courant que je me sentais aussi proche de ce haut elfe des bois là, mais quand il m'a parlé du fait qu'en fait il en avait trop marre de son frère, il avait toujours été en compétition avec lui, bah je le sens. Et donc moi la quête là, je vais faire tout pour battre mon frère enfin, quoi. Je pense qu'il y a toujours, même dans des personnages hyper écrits, hyper présents, s'ils sont bien écrits et s'ils sont écrits avec générosité, donc pas en écrivant pour faire de la thérapie, mais en écrivant pour essayer de créer des réponses émotionnelles chez le joueur et la joueuse, il y a toujours la place pour que ça se passe. Et je pense qu'il y a peut-être encore plus la place quand tu n'as pas l'impression que en fait, tu as juste manipulé une marionnette, quoi. Une dernière question, ou peut-être deux, on va voir. Ou peut-être trois. Merci beaucoup pour la conférence, c'était génial. J'ai une question qui est un peu similaire, mais moi plus axée sur l'équipe. Parce que du coup, dans votre équipe de travail, comment ça se passe sur des personnages justement comme ça qui sont très inspirés, j'ai l'impression. Tu as surtout parlé de ton vécu à toi, surtout en parlant de Junon et aussi de Pierre Corbinet. Du coup, le reste de l'équipe, au niveau de la direction artistique ou du game design, comment ils s'approprient ce travail-là? Quelle liberté ils ont pour approprier cette écriture-là qui peut exprimer plein de choses et voilà, du coup, c'est un besoin. C'est une très bonne question. Je crois que c'est important au début, quand tu portes l'idée initiale, d'être clair sur le thème et les intentions et la direction dans laquelle tu vas. C'est aussi hyper important de laisser la place au vécu de chacune et chacun quand c'est possible. Et en fait, dans les productions qu'on a pu faire, ça s'est fait. Par exemple, il y a un personnage dans The Wreck qui a été très largement influencé par le vécu d'une personne de l'équipe avec qui on en a discuté quand on a commencé à pitcher l'histoire, etc. Et donc, il faut complètement être ouvert à la modulation des histoires que tu veux raconter en fonction des vécus des personnes. Et d'ailleurs, dans Wednesdays, un des personnages de Wednesdays est en fait directement inspiré de Chris, le développeur de l'équipe, qui est dans le jeu vidéo présenté comme un ami de Tim, un ami d'enfance de Tim. Mais Chris et Pierre ne se connaissaient pas en fait en enfant. C'est juste que quand Pierre a demandé à Chris de développer le jeu pour nous, Chris lui a dit qu'il était aussi concerné par la question. Ils ont eu une discussion parce qu'ils ont deux approches complètement différentes de comment ils ont géré ça. Et de cette discussion a accouché un nouveau personnage qui est Maxime, qui est un personnage qui n'aurait pas existé sans lui. Donc c'est pas parce que tu portes une intention que c'est toi l'artiste, tu vois. Il faut évidemment être hyper à l'écoute. Mais en fait, moi aussi, j'ai beau jeu de dire ça, j'ai jamais travaillé dans une équipe de plus de 4 personnes.
Donc c'est beaucoup plus simple. J'imagine que dans des grosses équipes, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai pas d'expérience là-dessus, donc je peux pas dire comment ça peut se scaler, comme disent la Startup Nation. Merci beaucoup, ce serait la dernière question. Merci Florent. Et, Merci à vous.